Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Éco, ravi de vous retrouver. Allez, on commence cette semaine avec dette abyssale, déficit chronique, dépenses sociales massives, subventions ubuesques, impôts et taxes toujours à la hausse avec plus de 3 400 milliards de dettes publiques. La France fonce-t-elle droit dans le mur face à l'incapacité, voire à la volonté de nuire de nos dirigeants ? Et alors même que les services publics continuent de se dégrader, rien ne semble pouvoir enrayer la machine à dilapider l'argent public. Pour en parler, je reçois Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre. Jean-Baptiste Léon, vous êtes le rédacteur en chef de l'association Contribuables Associés. Et après le livre noir des gaspillages que vous aviez publié en 2019, vous revenez avec celui-ci, le livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite, à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté. Avant de commencer ces entretiens, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, laisser vos commentaires pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Alors Jean-Baptiste Léon, cet État en faillite à cause d'une dépense publique hors de contrôle, c'est pas Pierre Bergerot qui le dit, c'est la Cour des comptes qui l'avait signifié il y a quelques mois. Vous évoquez dans votre ouvrage, Jean-Baptiste Léon, le danger d'un iceberg financier qui pourrait demain faire sombrer la France. Ça veut dire quoi un iceberg financier ? Comment ça se concrétise matériellement ? Alors l'iceberg financier, il est devant nous, mais on n'est pas rentré dedans encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'on peut l'éviter. Un iceberg financier, ça voudrait dire que, par exemple, prenons l'exemple de la dette. La dette, c'est ce qui nous pèse le plus quelque part, parce que tous nos déficits, toutes nos dépenses publiques inutiles s'accumulent et créent cette dette. Et cette dette, en fait, elle est importante, hein, c'est 3 400 milliards d'euros, vous l'avez dit, et surtout il y a la charge de la dette, c'est-à-dire le service de la dette, on l'appelle comme ça aussi, c'est-à-dire c'est les intérêts. C'est les intérêts de la dette qu'on paye chaque année. 66 milliards cette année. Oui, et puis ça ne va faire qu'augmenter. On va dépasser les 100 milliards avant 2030. Et donc, cette somme des services de la dette, de la charge de la dette, aujourd'hui, il est supérieur, ce budget-là est supérieur au budget des armées. Et donc, bientôt, si on ne fait rien, cette charge de la dette, ça va devenir le premier budget de l'État. Et tout cet argent qu'on va dépenser pour
pour rembourser cette dette et donc rembourser les intérêts aux personnes qui nous ont, aux structures, aux acteurs économiques, aux États, etc., qui nous ont prêté de l'argent, ça va être autant d'argent qu'on n'aura pas pour investir. Donc en gros, avec cette dette, on va payer les dépenses du passé au détriment des dépenses de l'avenir, de l'investissement pour nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, etc., etc. Mais pourquoi nos créanciers qui nous prêtent de l'argent depuis des années, des décennies, cesseraient du jour au lendemain? Qu'est-ce qui les ferait changer d'avis? Que la France continue d'aller sur le train où elle va, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de réforme systémique. Et en fait, ce qui pourrait changer, c'est une perte de confiance des investisseurs français et étrangers. En gros, la moitié de la dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. Et si ces investisseurs cessent de nous faire confiance, ça veut dire que d'emblée, nos taux d'intérêt vont augmenter, vont exploser. Il sera extrêmement difficile pour nous de les rembourser en temps et en heure. Donc tout tient encore aujourd'hui sur la confiance et grâce à la confiance des marchés, comme on dit. Pourquoi nous fait-on confiance? Parce que d'une part, la France a une capacité de recouvrement des impôts qui est extraordinaire, qui est quasiment à 100%. Et aussi parce qu'il y a le patrimoine des Français. C'est que si l'État est en faillite, eux, les Français, ont quelques réserves, ont des réserves d'épargne, ont des réserves patrimoniales. Et ça, quelque part, ça peut rassurer aussi les agents économiques. Alors, on nous parle depuis des années d'un désastre annoncé, mais rien n'arrive, alors qu'il y a quelques semaines, les agences de notation ont abaissé la note de la dette française. Est-ce qu'un État, l'État français, peut réellement faire ce qu'on appelle banqueroute? Alors c'est arrivé dans l'histoire et évidemment il y a assez longtemps. Il y a un très très bon bouquin de Jean-Marc Daniel qui raconte ça s'appelle Histoire mondiale de l'économie, où il raconte un petit peu tous les phénomènes de banqueroute des différents États, dont l'État français aussi, mais il y a longtemps. Ou, du moins, on a eu une banqueroute, quasiment un phénomène quasi équivalent à la banqueroute qui s'est déroulée sous la Révolution. La crise des assignats. Oui, puis après une autre, il y a une crise qu'on appelait des 3 ou des 4 tiers, il me semble. Mais c'était lié aux assignats. Avec, il y a eu l'affaire Lowe avant aussi, un petit peu avant la Révolution. Et donc oui, c'est possible. On l'a vu avec l'Argentine, on l'a vu avec la Grèce. C'est possible. Alors après, la France a quand même existe à une stature internationale aujourd'hui que n'ont pas d'autres pays. Donc il serait peut-être délicat pour certains acteurs économiques. C'est ça aussi qui fait que la France tient, c'est qu'elle a une réelle existence géopolitique. Et qu'il serait malvenu par ces acteurs économiques dont je parlais de cesser, entre guillemets, de financer la France parce qu'on est une puissance nucléaire et il ne faut pas trop jouer avec ça. Oui, parce que si on faisait banqueroute, si l'État français faisait banqueroute, les créanciers se diraient peut-être qu'ils ne reverraient jamais leur argent. Oui, c'est possible, mais ça serait je pense, pas une bonne chose de notre part. Justement, ne pas rembourser sa dette s'il arrive une plus grosse crise qu'aujourd'hui, c'est perdre la confiance des marchés pour l'avenir. Et ce qui fait que si vous ne remboursez pas votre dette, quand vous serez amené une nouvelle fois à vouloir investir, vous aurez à payer des taux d'intérêt exponentiels et gigantissimes. Vous parliez à l'instant de l'exemple grec, de l'exemple argentin. C'est quoi pour une économie, un peuple, les conséquences d'une banqueroute? Déjà, vous avez des émissaires qui sont, on connaît bien le terme de la Troïka, ces commissions européennes, FMI et Banque Centrale Européenne qui prennent les manettes du pays en fait. Le pays est dépossédé de sa souveraineté et là, c'est des coupes drastiques avec des conséquences immenses sur la vie quotidienne des gens en termes de pouvoir d'achat, en termes de disparition de certaines allocations sociales, diminution des retraites, etc. Tous les impacts de la vie quotidienne des Français seraient touchés. Ouais. Alors, on se souvient du pacte de stabilité européenne, c'est fixé dans le traité de Maastricht qui impose aux États membres de l'Union européenne d'avoir une dette à un niveau inférieur ou égal à 60% de leur PIB. La France est aujourd'hui à plus de 115%, sans parler du hors-bilan. On parle de 3 400 milliards d'euros de dette, mais il y a ce hors-bilan, 4 milliards environ, c'est-à-dire la retraite. 4 000 milliards, oui. La 4 000 milliards, exactement, la retraite des fonctionnaires qu'il faut rajouter à cette charge. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'Union européenne quand tout part à volo? Elle est plus capable d'imposer aux États membres ces traités, les propres traités qu'elle a votés?
Je dirais que tout n'est pas la faute de l'Union européenne. C'est d'abord, il faut se regarder soi avant de demander aux autres, aux maîtres de nous donner un coup de règle sur les doigts. Après, l'Union européenne, elle n'est pas toute seule non plus. Je veux dire, elle tourne pas uniment autour de Bruxelles. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'Union européenne, dans son organisation, c'est pas juste une Commission européenne, un Parlement européen. Il y a d'autres organismes qui font que nos chefs d'État, les chefs de gouvernement de l'ensemble des pays de l'Union européenne ont leur mot à dire. Et que quand on dit ouais c'est la faute de l'Union européenne, c'est un petit peu facile. En gros, ça joue au ping-pong quoi. Comme en France, on voit l'État dit oui si les impôts et les dépenses publiques augmentent, c'est pas de notre faute, c'est les collectivités locales. Et vous rencontrez un maire, le maire il va vous dire ah non c'est pas de ma faute si ça augmente, c'est à cause de l'État qui me donne plus d'argent. Donc entre Paris et les provinces entre guillemets on joue au ping-pong et on dit c'est pas moi c'est lui. L'Union européenne c'est un petit peu ça parce qu'il existe dans les institutions de l'Union européenne un conseil européen dans lesquels sont les chefs de gouvernement. Après, il y a des réunions très régulières avec les ministres dédiés aux affaires européennes de tous les États membres. Et donc, par exemple, quand une loi... Les grands axes de la Commission européenne sont discutés avec les chefs d'État. Et après, les fameuses GOPÉ. Oui, et puis après, les lois européennes sont votées à la fois par le Parlement et aussi aux représentants... là, ça s'appelle... le Conseil de l'Union européenne, dans lesquels sont les ministres de chaque pays. Et ces lois donc, passent à la fois avec l'aval du Parlement et avec l'aval des représentants de l'État, des États nationaux. Donc l'Union européenne n'est pas un vaste truc à Bruxelles ou au Luxembourg ou à Strasbourg qui tourne tout seul. Donc toutes ces prescriptions, ce pacte de stabilité dont vous parlez, les chefs d'État européens en sont responsables aussi. Donc c'est à eux aussi, quelque part, c'est eux qui font qu'on a ces règles, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi d'ailleurs, mais qu'il faut respecter. Et donc oui, encore une fois, on a notre part de responsabilité. Ça profite à qui, au fait, les 3 400 milliards d'euros de dette? Qui ça enrichit? Ça enrichit ceux à qui on paye des intérêts, par exemple. Et ça enrichit... comme je vous disais tout à l'heure, 50% de la dette française est détenue par des Français, entre guillemets, ou des institutions financières. 50% c'est détenu en France. La moitié de ces 50% sont, on va dire, des particuliers, via leur assurance vie, etc. Après, il y a les institutions financières. Et l'autre partie, les autres 50%, ce sont des acteurs économiques étrangers. Il est difficile d'identifier exactement parce qu'on n'a pas les données à ce sujet. Elles ne sont pas publiques, en tout cas. On a des députés à l'Assemblée nationale donc, qui votent tous les ans un budget déficitaire depuis 1974, donc depuis plus de 50 ans, excusez-moi. Est-ce qu'ils sont quelque part complices du système bancaire à qui ça profite ? C'est bien eux les responsables de l'endettement, c'est eux qui votent. Est-ce que les Français sont d'accord tous les ans pour que leurs députés votent un budget déficitaire ? J'en doute. Après, le projet de loi de finances est présenté par le gouvernement. Donc effectivement, ce qui se passe depuis 50 ans, c'est que malheureusement, on voit que ce soit droite ou gauche, il y a comme un certain nombre d'alternances politiques. Force est de constater qu'on n'est plus dans une logique, effectivement, de regarder d'abord nos dépenses et après voir les recettes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander aux Français pour financer tout ça. On est dans une logique éperdue, effectivement, de dépenses publiques depuis le dernier choc pétrolier. Et on a du mal à s'en tirer, malgré beaucoup de signaux d'alerte, malgré des rapports intéressants, même venant des parlementaires. Il y a des parlementaires qui font très très bien leur travail et qui sont prêts à réduire. Le sénateur Damien Gay, par exemple, qui avait relevé le coût des subventions d'État aux entreprises. Là-dessus, il y a beaucoup à dire dans ce rapport sénatorial. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, d'ailleurs, qui est très bien fait. Je le souligne au passage pour nos téléspectateurs. C'est vraiment un ouvrage grand public avec des encadrés, avec de l'iconographie. C'est vraiment très bien fait. Merci. Mais pour revenir sur cette histoire des subventions publiques, effectivement, la chose la plus intéressante que j'ai trouvée dans ce rapport, quelque part au-delà des chiffres qu'il donne, qui sont à relativiser, je pense, tout de même, c'est que les sénateurs, et avant eux, même les inspecteurs généraux des finances, disaient, il y a déjà 20 ans, et souvent sur les entreprises, on n'y comprend rien, c'est opaque, il y en a dans tous les sens. Et tout est comme ça. En France, tout est très compliqué. Il y a des niveaux de décision, de responsabilité, de guichets de partout. Donc c'est compliqué d'y voir clair. Et c'est souvent compliqué aussi pour les députés. Nous, à Contribuables Associés, on a l'habitude de travailler avec des députés sur les questions justement d'argent public pour
faire en sorte que ces députés passent des lois qui aillent vers des économies et non pas vers de nouvelles dépenses. Et les députés vous disent souvent, oui, c'est compliqué pour nous d'y voir clair parce qu'on n'a pas les moyens d'évaluer la dépense, l'État ne nous donne pas les chiffres ou il masque les chiffres. Donc cette notion de contre-pouvoir qu'ont les députés s'exerce de moins en moins malheureusement. Alors vous le disiez à l'instant, vous êtes le rédacteur en chef de Contribuables Associés et il y a un principe dans la République et même en démocratie, c'est celui du consentement à l'impôt. Qu'est-ce que vos lecteurs, vos donateurs vous disent sur ce principe? Est-ce que le consentement à l'impôt est toujours aussi libre, aussi fort qu'auparavant? Non, beaucoup moins. C'est de plus en plus difficile pour les membres de Contribuables Associés et puis pour l'ensemble de l'opinion publique française. Nous avons missionné, effectué un sondage en 2023 oui, avec l'IFOP justement, sur ce consentement à l'impôt. On a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de l'usage qui était fait d'une part s'ils payaient trop d'impôts, et après l'usage qui était fait de leurs impôts. Et force est de constater que de plus en plus de Français, et ça monte malheureusement, sont attristés de voir qu'ils payent de plus en plus d'impôts et que les services publics à côté ne sont plus à la hauteur. On le voit tous à l'école, à l'hôpital, dans les transports. Donc il y a cette notion de consentement à l'impôt. Je crois que beaucoup de personnes seraient prêtes quelque part à avoir des impôts, comme on les a toujours eus depuis très longtemps malheureusement en France, assez hauts si au moins le service rendu en face était efficace et conséquent, ce qui n'est plus le cas. Alors il y a un chiffre qui est quand même étonnant quand on parle de l'État français, c'est que sa dépense publique représente 57% du PIB. Je suis tombé sur ce chiffre sur le site Statista. La dépense publique en Chine, ça représente 33%. Dans un État communiste, on est à 33%. En France, on est à 57%. La dépense publique a encore augmenté de 60 milliards d'euros cette année, en 2024, excusez-moi, l'année dernière, 57%. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que ça avait été repris après par Valéry Giscard d'Estaing, qu'au-delà d'un certain taux de dépenses publiques et d'un certain taux d'imposition, on est dans un pays soviétique ou soviétisé, oui. Alors la Chine, je ne sais pas, oui, 30%, j'ai vu ce chiffre le FMI aussi avait sorti une trentaine de pourcents, je me souviens. Hein. Alors après, il faut se méfier, je pense, des statistiques chinoises. Après, les Chinois, les entrepreneurs chinois ont bien besoin de statistiques fiables pour investir et pour savoir où ils vont. Mais force est de constater que dans ce pays qui est dirigé avec une main de fer, si ce n'est plus, par des communistes, qui a à côté tout un pan de l'économie très, très libéral, entre guillemets, qui fait que l'économie chinoise est devenue extrêmement concurrentielle. Et puis, elle ouvre des portes, elle enfonce les portes. On parlait de l'Union européenne aujourd'hui, tout à l'heure. On voit que sur le marché européen, les produits chinois, pas seulement les produits Chine, dont on a beaucoup parlé, mais même de haute technologie, sont en train de tailler des croupières aux industries européennes, notamment l'industrie automobile. Et que oui, donc 57% de dépenses publiques en France, c'est pas nouveau, malheureusement, ça ne fait qu'augmenter. En gros, pour donner une échelle, Contribuables Associés avait créé, il y a déjà quelques années, un indicateur qui était extrêmement intéressant, extrêmement concret, qui est le jour de libération fiscale. C'est en gros, vous regardez jusqu'à quand l'argent, les dépenses publiques... Jusqu'à quand on travaille pour l'État, Voilà, en gros, jusqu'à quand on travaille pour l'État. Et en France, aujourd'hui, on est aux alentours de début août, quand un pays comme l'Irlande, ça va être au mois de mars. L'Allemagne, les Allemands commencent à travailler pour eux-mêmes un mois ou deux avant les Français, etc. Et on voit que cette pente, malheureusement, est dure à descendre. Alors on est en train, à l'Assemblée nationale, de parler du budget 2026 et du PLFSS, le projet de loi sur la sécurité sociale. Ce système a un déficit en 2024 de 15 milliards d'euros. La Cour des comptes a de nouveau refusé cette année de certifier les comptes de la branche famille après avoir découvert un trou de 6,3 milliards d'euros. Est-ce que les allocations pourraient cesser d'être versées dans un système avec 15 milliards d'euros de déficit? Et il va augmenter, ça risque d'être encore plus l'année prochaine. Écoutez, à un moment, il va falloir couper un petit peu, oui. On voit que, et puis il y a beaucoup d'allocations qui choquent un nombre de Français. Il y a des choses assez choquantes. Donc il va falloir regarder ça de très près. On commence à parler, une petite musique qui arrive d'un projet de plafonnement des cotisations, des allocations sociales
Le but du jeu, c'est que ce soit toujours le travail qui paye. Et qu'il faut encourager le travail. Et comme on le sait tous, nous on a tous des exemples, on a tous entendu parler de personnes qui vivent des subsides locaux ou des subsides de l'État et qui s'en tirent mieux que quelqu'un qui va faire ses 35 heures ou ses 40 heures, voire même ses 45 heures. Donc là, ça va pas, non. Est-ce que vous vous penchez, j'imagine que vous le faites, Jean-Baptiste Léon, sur la fraude? Je sais que le magistrat Charles Prats avait fait tout un travail là-dessus. Est-ce qu'on a connaissance en France de la fraude sociale? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que Contribuables Associés a travaillé sur ces sujets il y a déjà près de 15-20 ans et c'était extrêmement difficile d'avoir des chiffres. Charles Prats a enfoncé un coin avec ses 2 livres sur le sujet et il est dans une estimation de fraude sociale autour de 45-50 milliards d'euros par an. Il y a eu depuis un très bon rapport qui a été piloté, très bonne commission d'enquête qui a été pilotée par Patrick Hetzel, qui est député et puis qui a été quelques mois ministre de l'enseignement supérieur de M. Barnier. Et lui, dans ses travaux, il donnait une fourchette de 15 à 45 milliards par an. C'est très difficile. Le coût de la fraude sociale par an. Mais c'est très difficile d'avoir les chiffres parce que, encore une fois, on est face à une certaine opacité de l'administration. Et il y a 2 ans, à l'époque où Gabriel Attal était ministre des Comptes publics, il a fait un peu bouger les choses, il faut le reconnaître, il a fait bouger les choses. Et enfin, on a eu une première estimation venant de l'État. Donc l'État a estimé que le coût, et c'est une estimation, l'État le dit, on n'est pas sûr du truc, c'est sans doute plus, mais nous, on estime que c'est 13 milliards. Et sur ces 13 milliards de fraude sociale estimée, il y a 2,1 milliards qui ont été véritablement identifiés comme étant tels, comme étant des fraudes. Et sur 2,1 milliards identifiés, les structures sociales n'ont pu en récupérer que 600 millions. C'est dire qu'il y a un delta énorme entre ce qu'on estime et qui est encore une fois une sous-estimation et ce qu'on récupère au bout. Donc tu vois, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Nos organismes sociaux rentrent dans une nouvelle logique parce qu'on voit quand même qu'il y a des progrès. Et donc cette notion de l'argent magique et de l'argent public qui est gaspillé, on voit qu'il y a une prise de conscience maintenant chez les agents. Après, c'est à la haute administration, au directeur de ces administrations sociales de faire bouger les choses. Et beaucoup d'entre eux sont rétifs, parfois pour des raisons idéologiques. Et il est certain qu'on manque beaucoup d'agents de contrôle, notamment dans les CAF. Et là, il y a beaucoup de boulot à faire. Ouais. Alors, qui dit dépenses publiques, dit recettes, dit impôts. On a, nous, la France, le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde, je crois, avec 45% de prélèvement obligatoire. Comment ça se répartit, la fiscalité en France? Qui la paye? Tout le monde, en fait, on est tous contribuables. Hein. C'est le nom de la revue de Contribuables Associés, tous contribuables, parce que du berceau au tombeau, de l'enfant de 4-5 ans à qui les parents ont donné une petite pièce pour s'acheter des bonbons à la boulangerie, le gamin, il va payer de la TVA sur ces bonbons. Vous voulez acheter un appartement, voilà, les impôts, le fisc est là. On a des Français qui nous disent « moi je paye des impôts » et d'autres qui disent « moi je paye pas d'impôts ». De quoi ils parlent, en fait. On a tendance à se focaliser sur l'impôt sur le revenu. Oui, effectivement, moins de la moitié des foyers fiscaux payent l'impôt sur le revenu, qui n'est sans doute pas une bonne chose. Mais non, après, oui, on en paye tous, rien que par la TVA. La TVA, c'est la première source de financement, le premier bloc de recettes de l'État. Et oui, on est tous contribuables, certains plus que d'autres, évidemment. Et jusque dans la tombe, par exemple... par les fameux droits de succession. Même quand vous êtes mort, vous payez, voilà, exactement les droits de succession. Vos héritiers vont le payer. Sauf en Corse, où là, je crois qu'il y a un régime d'exception. On ne va pas tirer sur nos amis corses. Enfin, c'est vrai que, d'ailleurs, M. Cahuzac avait été tenté de rétablir les impôts de succession en Corse. Et en allant sur place, il avait compris que ce n'était pas une bonne idée. Il faut savoir que dans l'OCDE, la France, l'OCDE, c'est le club des pays riches, entre guillemets. Et il y a une trentaine de pays. Et il y a beaucoup de pays de l'OCDE qui ont supprimé ces dernières années, ces 10, 20, 30 ans, qui ont supprimé les impôts sur les successions. Donc je pense souvent, beaucoup même disent non, il faut les maintenir parce que voilà. Moi je pense que c'est un symbole, ce serait un symbole très très fort que les supprimer parce que c'est un impôt sur la mort tout simplement, un impôt sur la mort. Alors certes, certains vous diront oui, ces impôts de succession, il n'y a pas grand monde qui les paye parce que c'est au-dessus d'un certain montant qu'on commence à les payer. Mais d'un point de vue symbole, ce serait très fort. Et puis on le sait, gouverner, c'est parfois qu'une histoire de symbole, mais ça serait un signal positif envoyé aux Français. Mais il y a tellement d'autres réformes à faire sur la fiscalité que celle-ci pourrait paraître marginale. En gros, les impôts de succession et les donations, ça apporte 15 milliards à l'État. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est à la fois peu par rapport à d'autres rentrées fiscales.
Alors à TVL, on connaît l'association Contribuables Associés depuis des années. Moi-même, personnellement, j'ai été assez proche de cette association et je sais qu'on insiste beaucoup sur tout ce qui est agence d'État et comité dit Théodule, comme le disait le général de Gaulle. Est-ce qu'on sait aussi à combien se chiffre le coût de toutes ces organisations qui font partie de la fonction publique ? Oui, je le chiffre dans cet ouvrage. Alors les comités Théodule et les agences, on va dire, elles boxent pas dans la même catégorie. Les comités Théodule, c'est en gros ces commissions qu'on crée, pour statifier, réfléchir sur un sujet. C'est quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers. C'est plus de 30 millions par an quand même. Oui, non, mais ça peut être une organisation qui touche, quelques... 10 000, 15 000 euros, c'est des commissions qui vont se réunir plusieurs fois ou pas du tout. Certaines ne se réunissent jamais à Paris. Et il y en a toutes sortes. Il y en a plus de 300 en tout. Et sur tous les sujets. Et certaines sont franchement inutiles parce qu'elles doublonnent avec déjà des administrations qui existent. Donc, cette histoire dure depuis longtemps. Alors, cela dit... il y a encore 20 ans, il y avait plus de 700 comités Théodule, donc maintenant on est aux alentours de 300, 320. L'année dernière, on a réussi à en supprimer 10, donc petit à petit ça avance. Et les agences, c'est encore un autre sujet, c'est comme quelque part si l'État s'était dédoublonné lui-même. Donc, les organismes divers d'administration centrale, les ODAC. Ouais. Alors, pareil, là, il y en a partout. Elles sont très nombreuses, ces agences, certaines sans doute utiles. Ça, c'est 100 milliards par an, vous l'expliquez. Et en plus, à côté de tout cela, il y a le recours à des cabinets de conseil qui sont hors de la sphère de la fonction publique et qui, comme McKinsey, sont capables de demander des chèques très, très importants. On l'avait vu à une commission des finances du Parlement. Tout à fait. Donc, on a un État qui est hypertrophié, suradministré. On a créé des agences dont l'objectif était quelque part de libérer l'État et en gros de créer des agences spéciales et efficaces. Certaines le sont, d'autres le sont beaucoup moins. Par exemple, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, l'ADEME a fait des grandes campagnes de communication pour expliquer aux Français comment on leur avait leur slip. Voilà. Est-ce qu'on paye 4-5 milliards d'euros, on finance à la hauteur de 4-5 milliards d'euros l'ADEME pour ce genre de choses? Je ne crois pas. Il y a eu les ARS aussi, qui sont des agences de santé qui ne sont pas si vieilles que ça, dont on a vu le rôle cataclysmique pendant la crise Covid. Elles ont été incapables de rien faire. D'un point de vue logistique, qui a sorti les masques, qui a sorti les matériels nécessaires pour soigner les gens, ce sont les préfets. Et les agences régionales de santé étaient à côté de la plaque. Et donc, on a créé ce type d'institution qui doublonne avec certains services déconcentrés de l'État. Ça se marche un peu sur les pieds. Et puis après, comme vous dites, on a donc cette fonction publique qui est importante, qui est compétente. Et on voit qu'elle a aussi recours à des conseils externes. Alors on se demande, mais à quoi ils servent alors? À quoi servent-ils ces fonctionnaires s'ils ne sont pas capables de gérer les problèmes? Conseiller l'État correctement. Conseiller l'État correctement. Et s'il y a un problème, si on a besoin de faire appel à l'extérieur, c'est qu'il y a un souci. Et je pense que il y avait beaucoup de recours à ces cabinets de conseil qui étaient effectivement superfétatoires et dont on aurait pu se passer. Mais après, quand on regarde un peu plus près, il y a 1 milliard qui a été dépensé pour les services informatiques. C'est-à-dire que l'État gère mal ses services informatiques. Ce que je serais prêt à croire quand on voit des exemples de logiciels qui ont été créés, par exemple le logiciel Sirène, qui est un logiciel de ressources humaines de l'éducation nationale. Alors Sirène, on sait depuis longtemps, depuis Ulysse et l'Odyssée, que c'est pas, faut s'en méfier les sirènes. Et ce logiciel, donc, a été créé en 2007, a été mis en place jusqu'en 2017. Il a coûté 400 millions d'euros. Il y a plus d'1 million d'agents à l'éducation nationale. En 10 ans, il n'y a seulement que 18 000 agents, 2% des agents qui ont été intégrés à ce logiciel de ressources humaines. Et la chose allait tellement loin que... c'est en 2018, quand Jean-Michel Blanquer est arrivé à la tête de l'éducation nationale, il a dit on stoppe ça, 400 millions, c'est pas possible. Donc ils en ont créé un autre, dans lequel sont intégrés les agents. Mais jusqu'à ce mois-ci, en novembre 2015, donc plus de 15 ans après la création du logiciel, il y avait encore des agents qui étaient le logiciel Sirène et qui sont basculés aujourd'hui dans le nouveau logiciel. C'est dire si la gestion informatique de l'État a pu poser problème et pose peut-être encore problème, d'où le recours parfois
sans doute utile de certains cabinets de conseil, sur les prestations informatiques en tout cas. Alors tout en haut de la pyramide de notre État, il y a l'Élysée et ce que vous appelez le coût du prestige de la France. Est-ce qu'on sait comment le président Macron gère le budget qui est chaque année dévolu à son palais, le palais de l'Élysée ? Alors c'est à peu près aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais aux alentours de 120 millions d'euros pour le budget de l'Élysée. On le sait comment ? On le sait depuis 2008, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, avait demandé en fait à la Cour des comptes qu'il y ait une auscultation des comptes de l'Élysée, ce qui est une très bonne chose. Audit, ouais. Ouais. Donc on l'a tous les ans, en général il sort au mois de juillet, qui permet effectivement de voir où passe l'argent. Donc j'ai fait une infographie dans cet ouvrage qui explique un petit peu où vont les sous de l'Élysée. Ce qui coûte cher souvent, ce sont les voyages internationaux par exemple. Surtout il y a 2 ans, il y a eu un problème, c'est-à-dire le président n'y est pour rien, d'ailleurs, je pense, mais il y a un voyage qui était prévu en Allemagne qui a été annulé du jour au lendemain. Et donc, quand le président se déplace, il y a toute une cohorte, il y a des mesures de sécurité, il y a un autre avion, etc., etc. Il y a des logements qui ont été pris sur place pour différents personnels. Quand on annule comme ça, à l'Élysée, un voyage du jour au lendemain, ça coûte plus de 500 000 euros aux contribuables. On sait que le général de Gaulle, en son temps, payait lui-même les factures EDF de l'Élysée. Aujourd'hui, on sait que le président Macron... Il paye ses impôts. Hein. Ouais. D'accord. Il paye ses impôts. Personnellement, sur ses deniers personnels, oui. Oui. Et c'est dit d'ailleurs dans ce rapport de la Cour des comptes, quand, par exemple, le couple Macron va faire un déplacement privé lié via les avions de la République, ils vont rembourser derrière. Pareil pour des activités sportives ou toutes sortes d'activités personnelles. C'est avancé par l'État, mais le couple Macron rembourse derrière via facture. Alors on sait aussi que certains hauts fonctionnaires de la fonction publique touchent plus que le président lui-même, sont logés à l'œil dans des appartements de fonction. C'est ce que vous appelez la République des copains. Ça veut dire quoi ça ? La République des copains et des coquins, disaient certains. Un président de la République, il touche 16 000 euros bruts par mois. C'est comme le Premier ministre, c'est pareil. Et c'est effectivement, les plus hauts fonctionnaires de l'État on ne sait pas trop, on pense qu'ils sont 200 à 600, donc là c'est vraiment la très haute fonction publique, c'est vraiment le haut du panier, ils sont 200 à 600 à toucher plus que le président de la République. Alors leur salaire, ça peut dépasser, pareil, il y a un graphique qui explique cela dans l'ouvrage, ça peut dépasser en général, ça dépasse en tout cas les 10 plus hauts salaires par ministère, ça dépasse les 20 000 euros. On peut être choqué par les montants. Pareil, je fais un ratio avec ce que touche le français moyen, par exemple. Donc les montants sont importants. On peut le voir aussi autrement, c'est qu'on a besoin de ces gens-là. Encore une fois, on a des gens qui sont très très bien formés dans la haute administration, qui sont extrêmement compétents et que leur travail, qui pour certains est véritablement considérable, mérite ce type de salaire. C'est d'autant plus une bonne chose que ça permet de les fixer et d'éviter qu'ils aillent dans le privé, ou du moins qu'on déjà, je pense que la classe politique est très dégarnie. Gardons nos bons hauts fonctionnaires. Après, quand je parle de République des copains, c'est plutôt cet entre-soi qui est choquant. Cet entre-soi, justement, dans ce que certains appellent la nouvelle noblesse d'État, ou cette caste qui va se servir elle-même, ou qui va, au lieu de servir les intérêts de la France et des Français. Qui est capable de multiplier les conflits d'intérêts, les passages du public au privé, aller-retour. Voilà, ou des nominations à droite, à gauche, comme on a entendu parler cet été, par exemple, avec une ancienne ministre de l'Éducation. Ouais. Alors le président Sarkozy avait, pendant son mandat, tenté, en tout cas il l'avait réussi, de baisser le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Exactement. Il y a la fonction publique territoriale et puis hospitalière. Donc est-ce qu'on connaît l'évolution de ces effectifs de la fonction publique d'État sous Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, promettait de baisser les effectifs de l'ensemble de la fonction publique de 120 000 effectifs. De mémoire, sur ces 120 000, 50 000 concernaient la fonction publique d'État. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette même fonction publique a augmenté, selon les estimations, de plus de 150 000, voire jusqu'à 180 000 agents publics. Donc on peut dire que si les efforts ont été faits, on ne les voit pas beaucoup. Ce qui a plus explosé dans la fonction publique, en gros, aujourd'hui, il y a 5,8 millions d'agents publics. Le terme agent public est important parce que dans agent public ne veut pas dire fonctionnaire. Tous les agents publics ne sont pas fonctionnaires. Certains sont contractuels, etc. Tu enlèves du droit privé, oui. Ouais. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et force est de constater depuis 25 ans, d'abord une statistique générale entre guillemets, donc en 25 ans,
la population de la fonction publique a plus augmenté que le nombre de salariés en France en 25 ans et plus que la population française dans son ensemble. Donc on voit qu'il y a eu un phénomène vraiment de on n'a pas du tout dégraissé le mammouth, quoi. Absolument comme le disait Claude Allègre. Ouais. Et il y a une formule que j'aime bien qui est celle de l'entrepreneur Xavier Fontanet qui dit que la France est un pur sang, mais que ce pur sang est un jockey obèse. Et ce jockey obèse, c'est l'État, et force de constater que il est de plus en plus. Depuis les lois de décentralisation, il y a eu 800 000 postes qui ont été créés dans les collectivités territoriales, donc depuis 1981-1982. Là, vous dénoncez carrément le clientélisme de ces élus qui tiennent le département, la région, l'intercommunalité, la commune. Oui. Avec des doublons à tous les étages. De partout, et puis avec l'État... vous savez, c'est les fameux panneaux quand on voit des travaux, on voit que tout le monde met un petit peu de soi. Donc ça va de l'Union européenne jusqu'à la commune. Et donc ça c'est... Pourquoi pas? Mais tous les services, de tout en haut jusqu'à tout en bas, font tous un peu la même chose. Et donc, c'est une dilution des responsabilités qui est considérable. Il y a eu un très très bon rapport qui a été piloté par l'actuel maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, Boris Ravignon, qui a regardé, entre guillemets, comment ce fatras entre l'État, les relations entre les collectivités locales fonctionnait et combien ça coûtait. Il dit même qu'il donne un chiffre. Il dit ce chiffre est sous-estimé parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au tréfonds justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, du coût des agences qui travaillent au niveau local ou de ces services déconcentrés. Donc il a regardé en gros de l'État jusqu'à la commune, en passant par la région, le département, les intercommunalités qui coûtent très cher. Et lui il dit ce fatras, donc ce millefeuille territorial. Il y a un auteur qui s'appelle un essayiste. Qui s'appelle Valentin, qui est un ancien, même un ancien haut fonctionnaire. Valentin, c'est son nom de famille, je ne retrouve pas son prénom, qui a appelé ça, il dit non, c'est plus un millefeuille territorial, tellement c'est compliqué, c'est un plat de spaghettis. Parce que là, tellement ça se recoupe. Ça se recoupe, etc. Et donc, coût de ce plat de spaghettis, de ce millefeuille territorial, estimation basse, 7,5 milliards d'euros par an. Par an. Ça coûte beaucoup aux collectivités locales, ça coûte beaucoup à l'État. Pourquoi? Parce que il y a des services qui vont aller voir d'autres services, etc., pour tel ou tel projet. Rien que au niveau de Paris, au niveau de l'État, il y a plus de 20 000 fonctionnaires qui pilotent les collectivités locales. Et donc, il y a des tuyaux dans tous les sens. Ça monte, ça descend, ça va à droite, à gauche. Pour, au final, en fait, une décentralisation ratée. La décentralisation dont se vante Jacques Attali à chaque fois lorsqu'il était à l'Élysée avec François Mitterrand. Exactement. Alors, le projet était très beau en soi. Je pense qu'on constate aujourd'hui, ou l'ensemble des Français peuvent constater que c'est pas mieux aujourd'hui avant dans les régions ou dans les départements. Parce que cette décentralisation, elle a été mal faite quelque part. Je crois que l'État n'a pas voulu faire confiance en fait aux agents locaux, à tort ou à raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos acteurs locaux, nos collectivités locales sont très très peu autonomes dans leurs décisions et surtout dans leur financement. Quand on regarde les régions et les départements, près de 80% des financements des régions et des départements proviennent de l'État. Donc ils n'ont aucune autonomie décisionnelle. Et en plus, on leur a retiré la taxe d'habitation. Voilà, pour les communes, c'est un manque à gagner. Alors maintenant, c'est compensé par de la TVA, mais pareil, ça descend de tout en haut, quoi. Donc les élus locaux disent, un maire dit, je ne peux plus prendre des décisions, je suis bloqué, quoi. Et après, il n'empêche que dans ce millefeuille territorial, il y a toujours ce problème de strate et qu'à un moment, il va falloir savoir couper aussi. Alors sur la gestion, cette fois, de l'argent public par l'État, vous tirez spécialement sur deux énormes structures d'État, l'éducation nationale et l'hôpital. Vous citez ce professeur d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, lui qui parle carrément de système soviétisé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces deux grandes structures, hôpital, éducation nationale? L'hôpital, le syndrome est presque le même. À l'hôpital, ce qui se passe, et ce qui explique très très bien Michael Perromort, un ouvrage que je conseille sur le sujet, c'est qu'on est face à une suradministration et que les hôpitaux ont été dépossédés quelque part, au sens où pendant très très longtemps, et c'est vrai que je pense qu'on peut le dire qu'on avait vraiment le meilleur système de santé au monde jusqu'à encore 20-30 ans, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les bureaucrates, ce sont les gestionnaires, à la petite semaine, entre guillemets, parce que ces gens-là, faut regarder au long terme, ont pris la main sur l'hôpital au détriment des soignants. Et tous
soignants, soignés, on en paye les conséquences. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec sa fameuse RGPP, avec sa tarification à l'acte, et puis des années avant, sous le gouvernement Jospin, avec les 35 heures. Voilà, il faut se méfier des fausses bonnes idées, comme était la tarification à l'acte, dont le but était en gros, parce qu'avant, en gros, chaque hôpital avait son portefeuille, son financement, et voilà, il agissait comme il entendait. La tarification à l'acte, comme le terme le dit, vous êtes payé à l'acte, ce qui fait que ça fait exploser en fait le volume d'actes, et ça a aussi créé une bureaucratie hallucinante, de ce que disent certains acteurs du terrain, dont Michael Perromort, quoi. Et aujourd'hui, beaucoup dans les services se disent, mince, nous on est là pour soigner, on passe notre temps à faire du reporting Excel. Et on le voit très bien aujourd'hui dans l'hôpital français. 34% des personnels sont des personnels non soignants, ce qui est 10 points au-dessus de la moyenne des autres pays de l'OCDE. Et dans l'éducation nationale, on est un peu face au même problème. On entend beaucoup à force syndicats ou force manifestants dans les rues dire non, mais l'éducation n'a plus de moyens. C'est faux. On a de plus en plus de moyens et de moins en moins de résultats. Donc, encore une fois, on est dans cette logique voilà, de dépenser à tout va sans vouloir évaluer où va l'argent. On le voit bien avec les évaluations PISA, etc., bon, qui ne sont pas non plus... qu'il faut prendre un peu avec certaines pincettes, comme je dis dans l'ouvrage. Mais on assiste à une surbureaucratisation de l'éducation nationale. Et là aussi, avec une chaîne de commandement qui ne va pas. Un chef d'établissement n'a quasiment aucune autonomie de décision. C'est moins de 10% des décisions qu'il va prendre qui vont jouer sur, entre guillemets, le système éducatif dans son établissement, qu'il va pouvoir prendre lui-même. Tout est piloté de tout en haut, et ça va pas, quoi. On est encore une fois, c'est très rigide, très hiérarchisé, et on le voit... l'exemple contraire, c'est le privé qui fait beaucoup mieux, qui a de meilleurs résultats avec beaucoup moins de moyens. Terminons avec l'Union européenne qui est elle-même au-dessus de l'État français d'une certaine manière. La contribution française a encore augmenté cette année. Elle augmente depuis le départ des Britanniques avec leur Brexit. On est à 25 milliards d'euros d'argent donné par l'État français à l'Union européenne en 2025. Et quel est le retour sur investissement ? Il est moindre. Pareil, je mets des graphiques dans cet ouvrage. On voit qu'effectivement, la France donne plus qu'elle ne touche. Voilà, ça c'est clair. Contributeur net. Exactement. C'est le terme technique, entre guillemets. Et alors certains disent, effectivement, il est évoqué de plus en plus cette possibilité ou cette volonté de renégocier ses sorties et ses entrées financières. Certains l'ont fait, d'autres pays l'ont fait. Pourquoi pas, on peut essayer, mais là, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à nos chefs d'État et de gouvernement d'avoir la main et de mener ce combat. Alors on sait qu'il y a des solutions pour s'en sortir. C'est le cas de ce qu'a fait Giorgia Meloni depuis qu'elle est arrivée au pouvoir en Italie. L'Argentin Javier Milei le fait. Et puis c'était aussi le cas de Jean Chrétien au Canada dans les années 90. Comment ces gens-là ont-ils pris le taureau par les cornes ? Quelles ont été les grandes décisions qu'ils ont prises ? Pour l'Italie, je dirais que même que les premières grandes décisions remontent à 30 ans en arrière, du temps de Berlusconi, où là aussi l'Italie a dû faire face à une crise financière importante. Et l'Italie, comme tous les pays que vous venez de citer, il y a également la Nouvelle-Zélande dans les années 80. En gros, on fait les réformes au moment où ils étaient dos au mur. Il n'y a qu'un pays qui a fait des réformes importantes, notamment pour son marché du travail, sans avoir le dos au mur, c'est l'Allemagne, par exemple, ou il y a la Suisse également. Mais l'Italie, par exemple, il y a déjà 30 ans, dès les années 90, milieu des années 90, a réformé sa fonction publique. C'est-à-dire que l'Italie réserve aujourd'hui le statut d'agent public uniquement aux fonctions et aux missions régaliennes de l'État. Donc policiers, défense, magistrats. Le statut de la fonction publique, c'est par exemple ce qui interdit à un État de virer, de licencier un fonctionnaire, par exemple. Je vous donne des chiffres, je crois, édifiants dans cet ouvrage. Comparativement, en gros, le licenciement quel est le taux de licenciement, le nombre de fonctionnaires licenciés pour faute grave face au nombre de licenciements dans le privé. Les chiffres sont édifiants. Ouais. Donc effectivement, oui, ça permettrait une plus grande souplesse d'action. Et aujourd'hui, l'Italie a mené, donc il y a déjà plus de 30 ans, cette réforme, comme les Canadiens ont mené aussi des réformes drastiques avec une suppression vraiment très très importante d'agents publics, un regroupement pour une plus grande efficacité des travaux de l'État. Après, le but du jeu, ce n'est pas sabrer ou taper la fonction publique pour taper la fonction publique. Le but du jeu, c'est qu'elle redevienne véritablement efficace. J'ai même tendance à penser que, comme un certain nombre d'autres, que
si ça va pas bien, c'est parce que aussi certains de nos agents, ceux qui le méritent, ne sont pas assez bien payés. Donc, à l'hôpital, on le sait, à à l'éducation nationale, on le sait. à la police. Et ce qui est intéressant, je l'ai dit dans cet ouvrage, c'est qu'il faut écouter les agents publics qui sont moteurs de réforme eux-mêmes, qui sont prêts à des réformes importantes et notamment prendre en considération le mérite. Est-ce que l'organisation de la Ve République est quelque part responsable de la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui ? Je pense, oui, la Ve et peut-être les précédentes républiques aussi, certaines en tout cas, nous sommes en manque de contre-pouvoir en France. On est vraiment face à un État qui s'immisce beaucoup dans nos vies. On en tire des bénéfices aussi, parce que l'État-providence, chacun d'entre nous, il ne faut pas s'en cacher, on en bénéficie d'une façon ou d'une autre. Mais force est de constater que cette importance de l'État dans la vie quotidienne maintenant étouffe les initiatives de façon considérable. On parlait tout à l'heure du consentement des Français à l'impôt, ils n'en peuvent plus parce qu'ils voient les services publics qui s'effondrent. Et donc, pardon, quelle était votre question ? La limite de la Ve République, oui, l'origine de nos problèmes liés à cette structure Je pense qu'on constitutionnelle. manque de contre-pouvoir, oui. Ouais, on manque de contre-pouvoir naturel, entre guillemets, que sont les familles, les associations, etc. Même les syndicats. Les syndicats beaucoup font du bon boulot. Tant qu'ils ne font pas de la politique, les syndicats sont nécessaires. C'est même très inquiétant de voir que les syndicats ont si peu d'adhérents en France, alors que dans d'autres pays, ils pètent de la forme. Pourquoi ? Parce que ces syndicats font de la politique et parce qu'ils sont financés par l'argent public. Donc, ils n'ont plus, quelque part, besoin d'aller recruter des adhérents. Donc, ces contre-pouvoirs-là, puis un contre-pouvoir qui est important aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui est le Parlement. Le Parlement est là pour voter la loi, mais il est là aussi pour surveiller l'exécutif et examiner le budget. Et encore une fois, de ce point de vue-là, ce contre-pouvoir est mal exercé. Et c'est dans ce sens-là que je fais des propositions de réforme pour une meilleure auscultation, un meilleur examen des dépenses de l'État par le Parlement. Le livre noir de l'argent public signé Jean-Baptiste Léon de Contribuables Associés, je rappelle, association qui ne bénéficie pas de subventions publiques d'ailleurs, puisque vous tirez aussi sur toutes ces subventions qui sont attribuées à des associations souvent politiques et qui n'ont rien à voir avec ce que devrait être un impôt normal. Donc voilà, le livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. Merci à vous, Jean-Baptiste Léon, d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, vous pouvez suivre la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Chronique d'un monde factice ». Factice, eh bien, comme les comptes de la nation en 2023 et 2024, grâce à une révélation de Bruno Le Maire lors de son interview par une des journalistes les plus macronistes du paysage audiovisuel français, c'est-à-dire C'est dans l'air, bien Bruno Le Maire a quelque part réglé ses comptes avec Emmanuel Macron en révélant que lui, il avait averti à plusieurs reprises et même écrit une lettre au président pour le mettre en garde contre la dérive des comptes publics. La France qui s'enfonçait dans les déficits et la non-croissance, mais l'Élysée a décidé d'ignorer ces mises en garde et de valider des hypothèses budgétaires et notamment de recettes complètement fantaisistes. Alors, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais bon, maintenant que l'ex-ministre de l'économie a fait ses révélations, eh bien, on peut réellement dire que le sort des élections européennes de 2024 aurait été tout à fait différente si les Français avaient connu l'état de nos finances, la dérive des déficits, mais ça c'est rien à côté de ce qui nous serait arrivé
si nos créanciers, eux, avaient eu effectivement des estimations réalistes de l'état de nos finances. Nous aurions certainement écopé de 1 ou 2 dégradations avant les élections européennes, ce qui aurait été dévastateur pour la Macronie. Les comptes étaient donc factices, des hypothèses de recettes complètement surévaluées, irréalisables, et pour éviter que nos élus jettent un nez là-dedans, creusent un peu, eh bien, tout avait été adopté, vous vous en souvenez, par Elisabeth Borne, à coup de 49.3, 2023-2024, des comptes faux, des déficits qui explosent, et les Français à qui on tente de faire croire que tout va bien, et qui, quelque part, pour beaucoup d'entre eux, ont voté en fonction de cette illusion. Illusion également, peut-être, avec cette croissance inespérée de 0,5% au 3e trimestre 2025, alors que pourtant, on bat des records de dépôt de bilan. Alors là, il faut que je vous explique un petit peu, il y a un petit effet de calendrier, avec des livraisons d'Airbus plus nombreuses qu'au trimestre précédent. On va pas se plaindre, évidemment, mais Airbus, ce n'est pas la France, ce n'est pas le génie de l'Élysée ou de Bercy qui ont abouti à ce que l'on livre plus d'Airbus que lors des trimestres précédents. L'Airbus, c'est une création européenne, tout le monde y participe, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Bon, autrement dit, les exportations d'Airbus, ça fait du bien à tout le monde. Et aux Espagnols, eux, ils sont les champions de la croissance en Europe, tandis que les Allemands sont, pour l'instant, les derniers de la classe avec pas de croissance. Alors évidemment, l'Élysée immédiatement en profite pour dire « Ah, regardez, la France, on est bien meilleur que l'Allemagne ». Bon, l'Allemagne n'a peut-être pas que des vertus, on peut quand même lui reconnaître d'avoir fait le nécessaire pour faire libérer Boualem-Sansal, ce que l'Élysée n'était pas parvenu à faire. Je referme cette petite parenthèse. Donc la croissance de 0,5 au 3e trimestre, bien, elle existe certes, mais on verra si au 4e, on arrive à maintenir le cap. Alors la Banque de France, elle, semble penser que oui, et qu'on s'en va vers 0,7% de croissance à fin 2025, ce qui serait, un scénario heureux, parce que ça éviterait effectivement que les prévisions de déficit 2025 ne soient prises trop fortement en défaut. Et pour 2026, on anticipe plus 0,9. Alors là, il va falloir vraiment qu'il se produise un petit miracle pour qu'avec les coûts d'énergie que l'on connaît, l'accroissement de la fiscalité, on parvienne à accélérer la croissance avec peut-être 70 000 entreprises qui auront déposé le bilan d'ici la fin de l'année, ce qui nous fera probablement 250 000 à 300 000 chômeurs de plus. Mais voilà, je vous parle d'un monde factice, c'est celui où on peut effectivement bidouiller les chiffres, et pour ceux qui se retrouvent au chômage, en les convertissant en personnes suivant une formation, un stage de reconversion, ça évite de les faire apparaître comme chômeurs immédiatement dès qu'ils reçoivent leur solde de tout compte. Mais un monde factice, ce n'est pas l'apanage de la France, puisqu'aux États-Unis, on commence à découvrir que l'IA mania repose d'abord sur des hypothèses de croissance complètement surestimées et sur des profits qui sont probablement eux aussi quelque part un peu bidouillés en modifiant les règles d'amortissement sur ces investissements colossaux qui sont réalisés pour construire des data centers, entretenir des équipes de recherche dans l'intelligence générative, et il faut également faire venir de l'énergie qui aux États-Unis va revenir de plus en plus cher parce que on s'aperçoit que si on veut tenir les hypothèses de croissance à l'horizon 2028, c'est-à-dire d'ici 3 ans, il faudrait construire l'équivalent de 25 EPR aux États-Unis.
et sachant qu'un EPR, ça sort de terre en 5-6 ans et que ce n'est généralement pas opérationnel avant la 6e ou 7e année, ça veut dire que pour réaliser les objectifs actuels, il faudrait que tous ces EPR rentrent en service dans 3 ans, alors qu'ils ne rentreront probablement qu'en 2030-2031. Autrement dit, on investit beaucoup, on ne va pas pouvoir utiliser des capacités de calcul telles qu'on les a présentées. Autrement dit, il n'y aura pas le retour sur investissement, puisqu'on ne pourra pas fournir les services là aussi c'est une supposition, que les entreprises, les particuliers pourraient vouloir souscrire, et des calculs ont été faits. Il faudrait que chaque Américain, je ne parle pas de chaque Américain adulte, mais que chaque Américain s'abonne et dépense 250 € par mois pour que les hypothèses de bénéfices qu'on nous présente soient réalisées. Autrement dit, là aussi, des prévisions complètement factices. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.